Chers amis, bonjour, merci de nous retrouver sur le Nautique pour le Journal du Nautique. Notre invité aujourd'hui, Philippe Morvan. Bonjour, Frédéric Morvan. Bonjour Frédéric. Bonjour Pierre. Alors Frédéric, vous êtes l'organisateur du salon du multicoque qui a eu lieu cette année à Lorient. Une nouvelle édition prochainement va arriver. Alors aujourd'hui, nous allons faire un journal qui vous est proposé par le magazine Voile News, le magazine Bateau et Over la Production pour la partie vidéo. Aujourd'hui donc exclusivement sur du multicoque. C'est tout à fait votre domaine. Hein. Oui, tout à fait, c'est mon domaine depuis 25 ans déjà, ce qui, à l'échelle du multicoque, est assez long. Oui. Alors Frédéric, je vous propose un premier sujet qui est la Libye 54, un multicoque fabriqué en Thaïlande. Loïc Gopfert, bonjour. Alors, vous avez créé le chantier à Libye Catamaran il y a 2 ans en Thaïlande. Donc c'est le premier, c'est la Libye 54. Donc c'est un catamaran de croisière rapide, de construction hyper légère. Racontez-nous un petit peu comment est ce catamaran. C'est un bateau qui est né en fait de la rencontre avec son futur propriétaire. C'est un bateau qui a été dessiné à 4 mains avec un amateur d'art aux États-Unis. Et donc il voulait un bateau ultime qui soit absolument imbattable sur l'eau, extrêmement performant et en même temps complètement luxueux avec tout ce que les Américains ont l'habitude d'avoir, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, climatisation, etc. Donc, alors, comment on fait justement quand on a un catamaran aussi confortable avec tous les éléments de confort? Comment on fait pour avoir un catamaran aussi rapide sur l'eau? on a vraiment mis toutes les technologies possibles en avant pour sauver le plus de poids possible sur la structure avec du carbone, de la résine époxy, de la mousse partout et puis aussi sur les aménagements intérieurs qui sont entièrement réalisés en nid d'abeille qu'on peut voir ici. Donc, alors ça c'est incroyable, c'est hyper léger, donc voilà, nid d'abeille, donc en fait à l'intérieur il y a rien, mais ça a un look de bois massif, c'est étonnant. Et alors au niveau des dérives, pareil, c'est très léger. Au niveau des dérives, l'innovation qu'on a sur ces dérives-là, c'est qu'on retrouve sur aucun autre catamaran, c'est qu'elles sont complètement asymétriques. C'est un profil d'aile d'avion, le profil de foil qu'on va retrouver sur les trimarans de course. Et ces dérives et ce profil donnent au bateau des caractéristiques au près incroyables. Il remonte au vent et il va virer de bord comme un monocoque, il fait 80 degrés bord sur bord, ce qu'on voit vraiment très très rarement sur un multicoque. Alors il y a des innovations assez sympas, on a vu un poste de barre qui pivote complètement pour pouvoir barrer avec plusieurs positions, il y a plein d'innovations sur ce bateau. Oui, il y en a peut-être trop, en tout cas on en a mis vraiment beaucoup. Le poste de barre c'était pour résoudre la question de où on voit, où est-ce qu'on est bien. Donc en fait on peut barrer complètement au rappel, on peut barrer derrière la nacelle, on peut barrer à l'intérieur pendant que les copains sont en train de manger. Donc, il y a un projet d'un plus grand, je crois. On a un projet qui a commencé d'un Alibi 65 et puis plein d'idées pour des plus petits et plein d'autres choses. Bon, en tout cas, c'est bien sympathique de voir des bateaux de croisière performants comme ça. Donc la Libye 54 construit en Thaïlande. Merci beaucoup Loïc, à bientôt. Merci. Merci Olivia. On connaît de très très grands chantiers, on connaît Nautitech, Lagoon, Fountain Pajot et autres. Voilà un petit chantier qu'on ne connaît pas beaucoup. En fait, vous avez une information à nous donner peut-être sur ce bateau ? Non, pas spécialement. Je connais un petit peu la personne effectivement qui s'occupe du chantier. C'est effectivement, par contre, quelque chose de très joli. C'est un bateau qui sort un petit peu des grandes lignes dans lesquelles les chantiers conventionnels vont. Et c'est un bateau plutôt, comme il le dit, ultime, avec lequel on va prendre beaucoup de plaisir. Mais effectivement, comme vous le savez, plus on construit léger, plus le prix est inversement proportionnel au poids sur ce genre d'unité. Alors Frédéric, avec Philippe Michel, vous avez pris le risque d'organiser un salon du multicoque pour la première fois cette année en France. Pourquoi il y avait vraiment une demande des constructeurs ou des pratiquants ? Une demande certainement, si on en croit la réponse qui nous a été donnée, même si elle n'était pas formulée. Mais effectivement, on peut s'apercevoir aujourd'hui que le catamaran de plaisance est arrivé à maturité puisque c'est les Anglais en premier avec Prout, etc. qui ont commencé à faire les catamarans de plaisance et aujourd'hui on est à 25-30 ans d'existence, donc on peut se dire que à cet âge-là on a le droit à son propre salon. Ouais. Alors Frédéric, maintenant je vous propose de retrouver un catamaran, enfin une société bien connue puisque c'est le leader mondial du catamaran de croisière, c'est la société de Lagoon qui nous présente le Lagoon 450. Pierre, je suis sur le stand de Lagoon, à bord du Lagoon 450, qui est l'une des grandes nouveautés du chantier Lagoon. Alors Yann Maslow, bonjour. Bonjour Olivia. Donc le Lagoon 450, apparemment c'est un grand succès, il y a du monde tout le temps. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il apporte par rapport au 440 qui a été déjà une référence dans sa taille?
Oui, le 440 était un autre best-seller ces dernières années. Premier catamaran dans cette taille-là avec un poste de barre en haut, un flybridge en fait, et qui a vraiment créé un nouvel état sur le marché du catamaran. C'est devenu maintenant une référence. Donc remplacer un best-seller, c'est toujours difficile. Et le 450, qu'est-ce que nous avons fait? D'abord, c'est un bateau entièrement nouveau, nouvelle coque, tout est nouveau. On a souhaité garder tous les éléments qui ont fait le succès du 440 et améliorer 3 points principaux sur le 450. Suite à des retours clients, parce que je crois que vous bossez beaucoup avec les clients. Tout à fait. Uniquement retour client via notre réseau de distributeurs dans le monde entier. On analyse toutes les demandes et on sort on travaille avec les architectes pour répondre à leurs demandes en fait. Donc les innovations? Alors 3 points. Un accès au flying bridge, au poste de barre, direct depuis le cockpit, puisque avant on avait 2 accès latéraux, mais il fallait passer par le pont. Et donc les clients nous avaient fait effectivement la réflexion que de nuit, par gros temps, c'était pas toujours très sécurisant. Donc là, on a un accès direct depuis le cockpit où on peut tenir toujours la même main courante pour aller du cockpit jusqu'au fly, donc extrêmement sécurisant. Ensuite, on a énormément agrandi la taille du cockpit. En fait, on a rééquilibré un petit peu la répartition entre le carré et le cockpit. Finalement, le cockpit étant une zone de vie importante, on passe beaucoup de temps. On a refait cet équilibre. Donc un cockpit plus grand, plus accueillant, plus convivial. Et troisième élément, on a désormais chaque cabine qui a WC et douche séparés. Alors, Combien de cabines? Alors 2 versions, soit une version 3 cabines avec à ce moment-là coque tribord qui est un appartement pour le propriétaire immense, et 2 cabines à bâbord, chacune avec WC et douche séparées. Ou alors on a une version 4 cabines, 4 WC, 4 douches. Donc là, au niveau confort, on ne peut pas faire mieux. Et je pense que le marché est en train de nous donner raison parce que le succès, là, depuis qu'on l'a présenté, le bateau, c'est incroyable. Donc un intérieur signé Nota Design, cabinet italien qui travaille beaucoup avec Beneteau. Donc c'est vrai que ça aussi, ça augmente en qualité, quoi. Ah oui, grande nouveauté pour Lagoon, c'est la première fois qu'on travaille avec un designer d'intérieur. Et on leur avait demandé de monter la qualité et la perception de luxe sur les lagoons. On veut petit à petit se mettre au niveau de ce qu'on voit sur les bateaux à moteur. Et là, ils nous ont fait, c'est pas une marche que nous a fait franchir Nota, c'est une énorme marche, c'est un escalier complet. Le Lagoon 450, là, est vraiment un bateau luxueux à l'intérieur. Donc il faut ajouter aussi que la grande nouveauté Lagoon, c'est le 560. Voilà, merci beaucoup Yann et bonne continuation sur le salon. Merci Olivia, bon salon. Merci Olivia pour le magazine Bateau. Frédéric, vous êtes l'organisateur du salon du multicoque. Les principaux chantiers de multicoque sont quand même français. Est-ce que votre salon est vraiment un salon international? Oui, tout à fait, à plusieurs niveaux. D'ailleurs, il est aussi autant international au niveau des exposants qu'au niveau des visiteurs, puisque pour la première édition, nous avons eu effectivement tous les grands chantiers français. Des chantiers français petits ou grands, on a eu les grands mais on a aussi les petits, mais on a aussi eu des gens qui venaient d'Afrique du Sud, des gens qui venaient d'Angleterre, des gens qui venaient du nord de l'Europe, qui présentaient leurs nouveautés ou qui présentaient des bateaux existants, mais on a vraiment senti un côté très international des visiteurs, malgré les difficultés du week-end dans lequel ça s'est passé. Et on entendait autant parler anglais qu'italien, qu'allemand sur les pontons, ce qui était vraiment agréable de voir que les gens avaient fait le déplacement pour voir le panel de bateaux, puisque nous avions pas loin de 60 bateaux dans l'eau, ce qui n'est jamais arrivé sur aucun salon aujourd'hui en termes de multicoque. Alors Frédéric, maintenant je vous propose de retrouver un autre grand chantier français qui est le chantier Fountaine-Pajot et qui présente sur le Nautique de Paris le Salina 48 Evolution, sujet d'Olivia Vincent pour le magazine Bateau. Jean-François Fountaine, bonjour. Nous sommes à bord du Salina 48 Evolution. Alors quelle est l'évolution justement sur le Salina 48 ? Écoutez, à partir du Salina qui a déjà eu un très beau succès, on a souhaité l'améliorer dans un certain nombre de directions. Le premier élément, c'est de le rendre plus cosy à l'intérieur. On avait développé des bateaux déjà haut de gamme avec ce qu'on appelle les flagships. Et on a souhaité, quand on rentre à l'intérieur du Salina Evolution, retrouver tout ce qui fait la qualité, la chaleur de l'intérieur d'un bateau flagship. Donc c'est plus d'ébénisterie, plus de vaigrage, plus de cuir, et puis un grand nombre d'équipements qui ont été tirés vers le haut, une plaque de cuisson de très grande qualité, des mains courantes qui sont gainées en cuir. L'état d'esprit, c'est de mettre une dimension flagship à l'intérieur du Salina. En complément également du bateau, on l'a équipé également sur le plan extérieur un petit peu plus complètement.
On a ici ce taux de barreur, ce taux de cockpit avec une partie transparente qui permet de voir les voiles. Donc vous voyez, c'est une addition de certain nombre de choses pour l'upgrader, notamment les cabines aussi. On va trouver de la sellerie cuir derrière les lits. Tout ça est l'idée de le rendre encore plus chaleureux. Rappelez-nous justement combien il y a de cabines, combien il y a de versions du Salina 48 Evolution. Alors il existe en deux grandes versions. Une version propriétaire avec une très grande suite pour le propriétaire, avec des volumes de rangement considérables, un cabinet de toilette immense. Et puis de l'autre côté, deux cabines, plus un lit de coursive, plus une cabine d'étrave. Et puis en version locative, jusqu'à 11 couchages, sans compter le carré, puisqu'on a les 4 cabines doubles, plus également le lit de coursive, plus les 2 pointes avant qui sont très facilement aménageables. Et on a un carré transformable dans ces cas-là ou... On peut avoir le carré transformable, il est transformable en standard, mais je ne le compte pas, sinon c'est plus 11, c'est 13 personnes qui peuvent confortablement coucher à bord. Alors Jean-François Fontaine, comment vous sentez le Nautique 2010 justement au niveau du secteur du catamaran? Parce qu'on a vraiment la sensation qu'il y a quand même un engouement de plus en plus fort pour le catamaran. C'est vrai, et les chiffres sont là pour le montrer. La croissance du multicoque, même dans ces périodes plus difficiles, reste forte. On voit les chiffres sur les États-Unis où le multicoque est en train de prendre le leadership. Et on voit sur les chiffres français qu'on vient de publier, de voir que le multicoque représente entre un quart et le tiers de la totalité du marché de la plaisance à voile, ce qui est quelque chose de très important. Alors comment ça s'explique? Est-ce que ce sont des gens qui viennent du bateau à moteur? Parce que finalement on se dit que le bateau à moteur c'est plus très écolo. Donc est-ce que ce sont des gens qui viennent du bateau à moteur qui viennent sur le catamaran? Comment ça s'explique? Je crois d'abord que c'est quand les gens y ont goûté, et ils y ont souvent goûté par la location. Et donc quand les gens y ont goûté, ils restent sur le multicoque. Alors ils sont venus parfois par le monocoque, ils ont fait un peu de croisière, ils ont testé le multicoque. D'autres sont venus par le bateau à moteur et d'autres sont venus, je dirais, n'avaient pas de grande culture navigation, mais ils se sont dit, écoutez, un grand bateau de plein pied, pourquoi pas, des coques bien séparées pour y vivre. Et là, c'est plus ces notions de confort qui les ont attirés. D'accord, avec des bateaux de mieux en mieux finis, surtout sur le Salina 48 Evolution. Merci beaucoup Jean-François Fontaine et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci Olivia. Frédéric, en France, il y a déjà beaucoup de salons nautiques. À l'international, il y en a vraiment pléthore dans tous les pays. C'est pas trop risqué de lancer un nouveau salon spécialisé sur le multicoque et surtout en période de crise? Effectivement, la période de crise, on ne l'a pas choisie. Nous avions cette idée depuis déjà quelques temps et il était important de choisir l'époque à laquelle nous allions mener à bien cet événement. Malheureusement, la crise nous a rattrapés. Mais on s'est dit que si on existait en période de crise, c'était d'autant plus fort et c'était d'autant plus vrai. Donc on n'a pas hésité, malgré la crise, à lancer cet événement qui a été perçu par tout le monde comme un événement plutôt positif. C'est un salon qui a aidé les chantiers en multicoque? Ça, c'est plutôt à eux qu'il faudrait poser la question, mais dans le feedback que j'en ai, on a fait un retour une enquête de satisfaction sur l'après-salon, et dans tous les retours qu'on a, on a beaucoup de positifs, et les chantiers comme les équipementiers, parce que nous n'avions pas que des bateaux dans l'eau, nous avions aussi pléthore d'exposants, ils étaient, je sais plus, 140 je crois, on avait 3 ou 4 000 m² à l'exposition, et à peu près tout le monde a répondu positivement sur cette enquête de satisfaction. Oui. Alors je crois que l'une des grandes forces également de votre salon, c'est qu'on pouvait visiter les bateaux, mais on pouvait également en essayer sur l'eau. Oui, l'idée, effectivement, c'était de pouvoir mettre à disposition des chantiers un espace sur lequel ils pouvaient faire visiter leur bateau et leur faire visiter dans un confort incroyable, puisque les pontons étaient larges, nous avions de la place, etc. Et puis l'Orient faisait, dans le cahier des charges que nous cherchions à avoir, il était important d'avoir une rade, et l'Orient est une rade assez exceptionnelle pour ça. Et nous pouvions naviguer les chantiers qui le souhaitaient, puisqu'en fait, nous, en tant qu'organisateurs, on ne pouvait pas imposer, on ne pouvait mettre à disposition des chantiers, c'est ce que nous avons fait. Et certains chantiers, même beaucoup, avaient des bateaux d'essai, et je pense que les gens qui sont venus voir les bateaux voulaient aussi les essayer, parce que parfois, ils venaient, comme je vous le disais tout à l'heure, de très loin. Nous avons eu des gens qui venaient d'Asie, des gens qui venaient de Polynésie, des gens qui venaient d'un peu partout. Et c'était pour eux très bien de pouvoir les visiter, mais aussi de pouvoir les essayer, oui. Alors Frédéric, maintenant je vous propose de retrouver un autre grand chantier français qui est le chantier Nautitech, qui présente pour le moment des esquisses, mais d'un bateau qui va très prochainement sortir. C'est le Nautitech 54, un sujet proposé par Olivia Vincent du magazine Bateau. Bruno Voisard, bonjour. Alors nous sommes devant une belle maquette, le Nautitech 54. Donc c'est le projet phare du chantier, j'imagine, dans les quelques mois à venir. Expliquez-nous ce que ce bateau apporte et quand est-ce qu'il va sortir. On l'attend avec impatience. Alors, il est en cours de construction. On a terminé les moules, là, moules de coque. La coque démarre là, ce mois-ci. Et le premier est livré en juillet prochain. Ensuite, nous en ferons, je pense, un par mois. Donc, ah, quand même! oui,
on est, pour l'instant, c'est plutôt bien parti. Et le premier sera livré où? En France ou Le premier, c'est un Russe. C'est un Russe et ensuite, on a des clients un peu partout, France, même l'Espagne. Donc on pourra avoir un exemplaire, on espère, au Salon d'automne l'année prochaine. Alors, on va présenter le bateau à Cannes. Le premier modèle sera à Cannes et Barcelone, Grand Pavois, je pense que ce sera difficile. D'accord. Alors expliquez-nous, on a la maquette devant les yeux. Donc ça c'est intéressant chez Nautitech. On a toujours des postes de bar bien excentrés pour pouvoir avoir une bonne vision sur l'avant du bateau. Ça c'est intéressant. Et puis j'imagine toujours un intérieur assez haut de gamme parce que c'est quand même comme ça que vous vous positionnez, vous, dans le secteur du catamaran. Vous êtes plutôt haut de gamme. Alors déjà, ce sera comme sur le Nautitech 441 et 442. On aura 541 avec une seule barre au milieu, enfin sur le roof, et le 542 avec 2 barres. C'est pour les clients qui cherchent plus de sensations. Le bateau va être rapide et léger. Et alors, si on regarde l'intérieur, effectivement, on se positionne de plus en plus haut de gamme aujourd'hui. Je pense qu'on va être dans les tailles en dessous de 55 pieds, ce qui se fait de plus haut de gamme aujourd'hui sur le marché. Combien de versions prévues au niveau des cabines? On va avoir de 3 à 5 cabines. 5 cabines pour donc 10 passagers avec même un poste d'équipage. Et sinon, ce qui se vend aujourd'hui le mieux, c'est le 4 cabines, dont une cabine propriétaire un peu plus grande que les autres. D'accord, donc c'est un vrai bateau de propriétaire. Là, on est plus axé sur un programme de propriétaire plutôt qu'un programme de charter, non? Alors ça dépend parce qu'on a des propriétaires qui se positionnent aujourd'hui sur le charter. On est en train de regarder même à créer une petite flotte de 54 dans du charter assez haut de gamme. Et ça, c'est un projet qui est en train d'avancer. D'accord, ça c'est intéressant. Autre question, le bateau est construit comment? Donc vous dites que c'est un bateau léger, ça veut dire qu'il y aura du composite, il y aura du sandwich? Oui, ça veut dire déjà que le mobilier va être en composite. On ne sera plus dans le contreplaqué, on gagne énormément de poids et on a beaucoup réfléchi à cette question de poids avec Marc Lombard. Donc, Marc Lombard qui est l'architecte. L'architecte, voilà. Et Franck Darnay, le designer intérieur, qui a aussi travaillé à nous donner des éléments pour qu'on gagne en poids. C'est-à-dire que le client fait sa demande et vous essayez de lui répondre au maximum, quoi. Voilà, on a fait des cabines enfants, on fait des bureaux, on fait un certain nombre de choses grâce à une belle menuiserie. Merci beaucoup. Bonne continuation sur le salon. Merci Olivia. Frédéric, vous avez organisé avec Philippe Michel la première édition du salon du multicoque en France, à Lorient. Et vous n'êtes pas trompé parce que les principaux constructeurs de multicoques sont français. Pourtant, le multicoque n'est pas d'origine française. Pourquoi cet engouement en France du multicoque ? La réponse, on pourrait y passer des heures. L'origine du multicoque, non, n'est pas français. On retrouve l'origine des multicoques plutôt du côté de la Polynésie, puisqu'en fait, on s'aperçoit que c'est plutôt comme ça que ils ont voyagé d'île en île en Polynésie, mais enfin dans le Pacifique tout au moins. Donc c'est plutôt par là-bas que ça s'est passé. Après, c'est les Anglais qui ont repris ça à leur compte. Quand on parle de la plaisance, avec les premiers chantiers comme Prout, etc. Mais nous, Français, aujourd'hui, sommes devenus vraisemblablement les premiers producteurs et les premiers fabricants de catamarans, puisque nous avons les plus grands, comme vous le disiez tout à l'heure, et comme on l'a vu dans différents sujets, entre Nautitech, Fountaine Pajot, Lagoon, Allura, et j'en oublie certainement, nous sommes les premiers producteurs de catamarans au monde. Oui. Alors Frédéric, sur votre salon, il y avait des très très grands multicoques, des tout petits. Et ici, on retrouve effectivement d'autres petits multicoques, notamment l'Astuce Boat 18.2, qui nous est présenté par Emmanuel Vonnet pour le magazine Bateau. Bonjour Pierre, je suis devant Astuce Boat avec Jean-Hubert Pomoy qui va nous présenter sa nouveauté, l'Astuce 18.2. Oui, bonjour. Donc Jean-Hubert Pomoy, responsable du chantier Astuce Boat. Cette année, nous avons sorti le 18.2 qui est dans la continuité du renouvellement de gamme de deuxième génération d'Astuce Boat. L'année dernière, nous avions sorti l'Astuce 20.2 qu'on a fait à peu près 25 exemplaires. Et cette année, nous présentons le 18.2. Le 18.2, il vient en remplacement de l'Astuce 16. On a repris le même architecte avec une carène tulipée, des flotteurs plus longs, une plateforme plus large, avec un bateau avec dérive et safran pivotant. Toujours notre coffre pour ranger tout le matériel, mettre les affaires de bivouac pour la journée.
On est sur un programme plus dayboat, sortie journée sur ce bateau-là, avec un grand cockpit ouvert. D'accord, donc là, en fait, le cockpit, proprement dit, il n'y a pas de banquette. Les banquettes, on s'installe donc sur ces coussins, en mettant les jambes au fond de la coque. Et il y a une version avec un cockpit un peu plus élaboré quand même, je crois. Oui, tout à fait. Donc là, quand on a conçu le bateau, on a vu ce grand volume ouvert. Ça nous rappelait les bateaux open. Donc au niveau sport, on a une sensation d'espace, on a une sensation de légèreté pour avoir un bateau plus vif, plus léger et plus agréable. Et avec ces coussins, ça nous permettait d'avoir une position sur les trampolines confortable et également dans le fond du cockpit où on peut avoir un gros dossier dans le fond du cockpit où là on est bien calé, aussi bien pour les enfants qui sont protégés de la baume. D'accord, donc c'est... Pardon. Excusez-moi. Oui, on a également en fait toujours la possibilité de rajouter des assises qui nous fait des assises rigides avec des coffres pour des rangements supplémentaires. D'accord, donc on peut envisager quand même de faire du raid peut-être avec une tente. À combien est proposé ce bateau ? Ce bateau est proposé en version standard à un prix de 13 900 €, qui comprend les voiles et tout l'équipement pour pouvoir naviguer. D'accord, merci Jean-Hubert. Au plaisir. Merci Emmanuel. Frédéric, on a vu différents sujets pour partir très très loin, faire de beaux voyages avec de beaux multicoques, mais on peut également partir avec de petits multicoques, aller d'île en île, aux Seychelles, en Thaïlande. Une société propose ce genre de service, c'est la société Hobbycat Aventure. C'est un sujet qui nous est proposé par Olivia Vincent. Alors Pierre, retour dans la voile légère, mais cette fois-ci pour parler d'aventure. Oui, parce que nous sommes vers des petits bateaux, mais pour de très grandes aventures. Alors Pierre Sagan, vous occupez d'Hobbycat Aventure. Quelles sont les nouvelles destinations ? Eh ben, pour 2011, on a beaucoup de choses. D'abord, on a envoyé sur notre base leader, les Seychelles, c'est notre principale base pour les raids Hobbycat. On a changé la flotte, on a envoyé des Hobbycat Pearl, le dernier 18 de chez Hobby, particulièrement conçu pour le raid. Donc, nouveau programme, bateau assez exceptionnel pour faire les tours dans ces îles du paradis. Et puis en 2011, on a décidé également d'innover. D'abord, on ouvre une nouvelle base. Ce sera Mayotte. Mayotte devient un département français en 2011. Donc, c'est une base qui ouvre quand ? À partir de mai. C'est une base d'été ou d'hiver ? C'est plutôt une base d'été, Mayotte. L'hiver, pas beaucoup de vent et puis on peut prendre quand même une tempête tropicale. Donc on va éviter d'envoyer nos clients sous la flotte. Donc nouvelle base d'été Mayotte. Il y a des bases d'été aussi super, la Turquie, donc c'est toujours d'actu. La Turquie, c'est toujours d'actualité. Grande innovation sur la Turquie, c'est qu'on va créer un nouveau produit. Donc après le raid catamaran, on va créer le raid trimaran aventure. Donc on va envoyer 2 trimarans d'un chantier français, un chantier de Tricat. Absolument, super chantier. Des petits 25 pieds pour aller faire un circuit alors encore plus étendu dans les baies où on naviguait en catamaran, où on navigue en catamaran depuis 17 ans maintenant. Particulièrement adapté aux familles. C'est-à-dire nos clients comme nous un peu vieillis, ont des enfants, veulent venir, navigation, une famille par bateau, voilà. Donc ça c'est la grande nouveauté. Sympa. Non, le dernier bébé c'est encore une grosse innovation. C'est des mini-safaris, des safaris, des circuits de 5 jours qu'on va lancer en Méditerranée. Alors là, sur des trimarans, mais des trimarans de course, donc des anciens Formule 40, totalement réhabilités, installés à la Seine-sur-Mer, et on va proposer aux gens, globalement, 5 jours, la moitié de la Méditerranée visitée, vitesse de pointe 27 nœuds. Donc là, c'est pour les mordus. Hein. On n'est pas là pour tirer sur une écoute 10 heures par jour. On va naviguer 4-5 heures. Le resto du soir est aussi important que la navigation. Voilà, donc organisation totale. Bon bistrot le soir pour refaire la navigation si nécessaire. Voilà. Par contre, là, sur les bêtes de course, quoi. Super. Donc convivialité, super sympa. Bon, bah, en tout cas, il neige dehors. Ouais. Eh bien, on pense déjà à nos vacances de cet été. Hein, ça fait envie, hein. Merci beaucoup. Merci Olivia. Pour l'édition de cette année, Frédéric, vous aviez beaucoup de chantiers qui ont répondu présents sur la salon du multicoque. Est-ce que pour l'année prochaine, donc on va bientôt dévoiler où et quand, est-ce que pour l'année prochaine, vous aurez d'autres chantiers qui vont se joindre à votre événement ? Oui, c'est un petit peu, c'est un petit peu en amont de parler de ça, mais effectivement aujourd'hui on a beaucoup de chantiers qui n'ont pas pu se déplacer pour des raisons diverses et variées d'ailleurs, parce que c'est pas toujours facile d'avoir des bateaux à disposition, parce que c'est pas toujours facile de remettre des dates pour des nouveaux événements, et que c'était une première et qu'il fallait croire un petit peu en nous, que c'était compliqué de monter ce genre de choses. Mais effectivement, on a d'ores et déjà
quelques chantiers, notamment étrangers, qui nous ont répondu présents et qui veulent absolument venir avec des unités, des grandes unités d'ailleurs, parce que ce sont des chantiers plutôt qui fabriquent des bateaux one-off, des bateaux à l'unité, et qui viendront avec des bateaux plus grands. Ouais. Plus international encore, hein? Plus international, effectivement, le salon a une vocation à être international. Il est international, comme on l'a dit tout à l'heure, à travers les exposants, mais aussi à travers les visiteurs. Et puis, c'est le fait de l'alternance entre l'Atlantique, comme on l'a vu cette année en 2010 à Lorient. Allez-y, dites-nous alors où et quand. Et pour en finir avec ça, effectivement, avec la Méditerranée en 2011, le cahier des charges que nous avions mis en place en Méditerranée, quelques villes y ont répondu. Une a retenu notre attention et le salon se déroulera du 14 au 17 avril à la Grande Motte, à côté de Montpellier. Alors pourquoi le choix de la Grande Motte? Comme je vous le disais, on avait un cahier des charges en place. Au niveau des places de port, c'est pas facile de trouver des ports où on a énormément de places. On voulait se démarquer des ports qui avaient déjà leur propre salon, donc il fallait qu'on aille marcher vers d'autres horizons. Et puis il nous fallait, dans ce cahier des charges, un aéroport international, il nous fallait une hôtellerie digne de ce nom pour recevoir notre clientèle. Bon, et j'en oublie certainement, mais on avait un cahier des charges très précis. Plusieurs villes y avaient répondu. On a retenu la Grande Motte aujourd'hui parce qu'on a compris qu'ils avaient envie d'être partenaires et pas uniquement une ville qui allait nous recevoir, mais qu'ils avaient envie de faire l'effort avec nous, d'avoir un très bel événement. Frédéric, avec Philippe Michel, vous avez envie de dupliquer votre événement après sur d'autres villes, mais à l'international? Alors ça, effectivement, il est encore beaucoup plus prématuré de parler de ça, mais effectivement, on réfléchit à des solutions pour promouvoir le catamaran à travers le monde. Comme le disaient certains des gens qu'on a vus dans les sujets que vous nous avez proposés, que ça représentait de plus en plus de parts de marché au sein du marché de la voile. On voit que aujourd'hui, dans le charter, par exemple, je n'ai pas les chiffres, mais c'est beaucoup plus de 50% à mon avis de gens qui voyagent sur des multicoques plutôt que des monocoques. Et en termes de voyage et en termes de location, etc. Donc on essaie de faire en sorte de pouvoir promouvoir ce métier à travers le monde, à travers des solutions qu'on dévoilera dans les mois à venir, j'espère. Frédéric, merci beaucoup. Donc on vous donne rendez-vous sur le salon de multicoque à la Grande Motte en Méditerranée. Et puis pour nous, eh bien pour le journal nautique demain, une nouvelle édition. Merci.